Bonjour à tous. Vous écoutez le podcast Mon cancer, ma fille et moi. Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie, ce que j'ai vécu et ce que je vis encore, et tout ce que j'ai mis en place. Ma particularité, c'est que je partage aussi parfois le micro avec ma fille, qui vous raconte, avec ses mots à elle, comment elle vit cela, ses questionnements, ses craintes. Eh oui, c'est moi, je m'appelle Charlotte. Vous êtes prêts à écouter ma maman ? C'est parti ! Aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce que j'ai mis en place les semaines qui ont précédé ma première cure de chimio. J'ai appris pour mon cancer le 30 octobre 2021 et j'ai eu ma première chimio le 30 novembre, un mois tout pile après. Je ne vais pas revenir sur les annonces et les différents examens médicaux que j'ai dû faire. Je vais vous parler ici de tout le reste. Des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui vous trottent dans la tête. Il y a une chanson qui m'a accompagnée tout ce mois de novembre. Il s'agit de la chanson de Georges Brassens, Les Quatsars. Elle n'est pas très connue, je pense, mais ce que j'en retenais, c'est que même si je n'y croyais pas, c'était vraiment en train de se produire. Je n'avais plus le choix. Et quitte à ce que cela se produise, je voulais avoir le contrôle sur le maximum de choses. Alors, j'ai commencé à organiser des tas de choses. D'abord ce qui relevait du médical, mais pas du cancer. J'ai une certaine fragilité au niveau des dents, rien de bien grave, mais j'y fais attention. Je prends mes rendez-vous chez ma dentiste, tous les 6 mois, en avance. Quand j'ai appris pour mon cancer, j'avais déjà le rendez-vous suivant, mais il tombait bien évidemment pendant mes chimios. Alors j'ai demandé à avancer le rendez-vous. J'ai eu de la chance, cela a été possible. J'ai pu faire un point et les soins nécessaires. Je voulais être tranquille avec mes dents pour me concentrer sur le reste. Je me souviens également de ce rendez-vous car ma dentiste m'a offert un petit bracelet. Elle avait été informée par sa secrétaire de la raison pour laquelle j'avais avancé mon rendez-vous. Et par son geste, elle voulait me souhaiter bon courage pour ce qui m'attendait, d'être forte. Il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une amie. Nous n'avons qu'une relation professionnelle, si je puis dire, de dentiste à patiente. Alors ce bracelet représentait et représente encore tellement pour moi. Car en plus de symboliser la force, il me rappelle également la bienveillance des gens à mon égard. Et quand on est dans une situation difficile, chaque geste comme celui-là est une bouffée d'air frais qui nous donne un peu plus de force pour continuer à avancer. Dans le registre de la santé, j'ai profité de ce mois de novembre pour faire des stocks, toujours dans le but de n'avoir rien à gérer pendant les traitements, ou du moins le minimum. Je porte des lentilles, alors j'ai commandé 1 an de lentilles. Au moins je n'aurai plus à m'en préoccuper, ni à craindre d'en manquer. Je me suis aussi fait un petit stand de désinfection à l'entrée de la maison. J'avais mis à disposition du gel hydroalcoolique, des masques chirurgicaux, des surchaussures, des lingettes désinfectantes et une poubelle. Le tout était à disposition sur une petite desserte roulante à côté de l'entrée. À partir du jour où j'ai commencé ma première chimio, chaque personne qui rentrait chez nous devait passer par ce stand et s'équiper. Cela peut paraître exagéré pour certains. Pour moi, c'était une manière de garder le contrôle. Et j'avais besoin de ce contrôle. Pendant les mois d'hiver, je ne suis pas allée une seule fois en chimio sans entendre une personne dire qu'elle devait repousser sa cure car ses défenses immunitaires étaient trop basses ou parce qu'elle était positive au Covid. Je savais que c'était possible et que ce n'était pas grave en soi, ça repoussait juste d'1 semaine. Mais pour moi, c'était inconcevable. Il fallait que je fasse mes cures les jours prévus initialement. Il était hors de question de repousser. Car j'avais décidé de mettre ma vie en suspens pendant cette période. Et chaque chimio repoussée aurait été 1 semaine de plus en suspens. J'avais tout écrit sur un planning, et je comptais les jours qui s'écoulaient. Il existe autant de manières de vivre sa maladie, et notamment ses chimios que de patients. Souvent d'ailleurs, on vous conseille de continuer à vivre normalement, en prenant vos précautions quand même. Je n'ai clairement pas pris ce chemin-là. Du jour où j'ai appris, j'ai passé le mois de novembre à préparer mon hibernation. Et à la première cure, je me suis mise dans une bulle. Le moindre de mes actes, la moindre de mes pensées était tournée dans l'objectif d'encaisser au mieux les traitements et d'aider au maximum mon corps à lutter contre cette fichue maladie. Alors si ça passait par faire mettre des surchaussures aux gens qui venaient chez moi, c'était pas grave, j'assumais. Et d'ailleurs, personne ne m'a jamais rien dit. Même quand les artisans sont venus faire une réparation, ils se sont équipés dès qu'ils sont rentrés. On a souvent peur de déranger,
Mais les gens comprennent, vous savez. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une grande foi en l'humanité. Et l'épreuve du cancer m'a confortée là-dedans. La grande majorité des gens sont foncièrement bons. Ils peuvent être maladroits parfois, mais au fond, tout se passe plutôt bien. Revenons à nos préparatifs donc. J'ai parlé des soins dentaires, des lentilles, du stand de désinfection. Ah, les produits cosmétiques. Quand je suis allée visiter le service de chimio avant ma première cure, on m'a remis une petite trousse avec des échantillons de produits cosmétiques. On m'a expliqué que les chimios rendaient la peau sèche. Moi qui avais toujours eu une peau grasse, je me suis dit que ça allait me changer. Là, sur ce coup, j'ai été dans l'excès. J'ai commandé toute la gamme de produits. Pour le corps, le visage, les pieds, les mains, j'ai tout acheté avant même ma première cure de chimio. Je ne vous conseille pas de faire la même chose. Attendez d'abord de voir comment votre peau réagit. Pour moi, c'était un moyen de me préparer et de m'enlever quelque chose de la tête. Je savais que si j'avais un souci avec ma peau, j'avais des produits adaptés déjà dans ma salle de bain. Et je ne le regrette pas du tout, même un an après. J'ai utilisé ces produits et je les utilise encore. J'avais rayé une chose de plus de ma liste de préoccupations que j'avais dans la tête. Dans le même esprit, avec mon mari, on a réaménagé le rez-de-chaussée de notre maison. Comme beaucoup de parents, je pense, nous avions transformé la moitié de notre salon en salle de jeu pour notre fille. Cela ne nous avait jamais posé de problème. Nous étions très rarement au salon. On a une grande table de salle à manger, car nous adorons jouer à des jeux de société, et ça nous permet de les laisser en suspens si la partie s'étale sur plusieurs jours. Mais la partie salon, avec les canapés et la télé, au final, nous n'y étions quasiment jamais. Alors Charlotte l'avait annexée en salle de jeu. Mais je savais qu'à partir de maintenant, j'allais passer plus de temps au salon, à me reposer, sur le canapé, devant la télé. Et je ne voulais pas que Charlotte se prive de jouer, parce que par exemple, je me serais endormie, et elle n'aurait pas osé me réveiller en venant prendre un jouet. Alors on a réaménagé sa chambre, et on a basculé tous ses jouets dans sa chambre. Comme ça, elle avait toujours accès. L'autre point positif était qu'elle pouvait également s'isoler dans sa chambre pour jouer si elle le souhaitait. Ce changement peut paraître un détail, mais il nous a permis de respecter notre rythme, à l'une comme à l'autre, en ayant des espaces distincts. Mon mari a aussi eu en tête un changement bien précis pour le salon. Il voulait acheter un fauteuil relax. Vous savez, ce genre de fauteuil avec un bouton électrique qui fait se lever vos jambes et s'allonger le dossier. Pour moi, désolé pour ceux qui en ont, mais ce sont des fauteuils pour personnes âgées. Je ne comprenais pas pourquoi il tenait tant à ce qu'on achète un fauteuil comme ça. En plus, je me disais, on va investir là-dedans pour 6 mois, c'est tout, ça sert à rien. Mais lui, il insistait tellement. Après tout, j'avais ma propre liste de choses à faire, alors si pour lui l'achat d'un fauteuil relax était important et le rassurait, je pouvais l'accepter. On a donc fait le tour des magasins de meubles par chez nous. Il y avait très peu de stock. Tout était quasiment sur commande et avec des délais de livraison énormes. J'aurais fini mes traitements depuis longtemps quand le fauteuil arriverait. Finalement, on en a trouvé un en magasin, avec de larges accoudoirs, en prévision de la chirurgie des ganglions. Il ne l'avait pas en magasin, mais il était en stock dans une ville voisine. Le vendeur a été top. Il a réservé le fauteuil et un camion pour que mon mari aille le récupérer directement dans l'autre magasin. Et il nous a même fait un prix. Il avait compris que j'étais malade et il nous a tout simplifié au maximum. Je me suis donc retrouvée avec un fauteuil relax dans mon salon. Pendant des jours, je l'ai regardé en levant les yeux au ciel. Et puis, le jour où on m'a posé le porte-à-quatre, je n'arrivais pas à dormir dans mon lit. Je ne trouvais pas de bonne position, j'avais mal. Je me suis levée et je suis allée m'asseoir dans ce fauteuil. Et là, j'ai compris pourquoi on appelle ça un fauteuil relax. J'étais tellement bien. J'ai passé des jours et des jours dans ce fauteuil. Et d'ailleurs, c'est encore dans ce fauteuil que j'écris en ce moment même la trame de mes podcasts. Je ne regrette pas que mon mari ait insisté. C'est sans nul doute notre meilleur achat de ces 10 dernières années. Je devrais d'ailleurs lui donner un nom. Parce que si je devais avoir un amant, ce serait sans nul doute ce fauteuil. Parmi les rendez-vous que j'ai pris au mois de novembre, il y a eu la naturopathe. L'annonce de la maladie a entraîné une réflexion sur mon hygiène de vie en général. J'avais déjà certaines bases. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, on cuisine quasiment tous nos repas à partir d'aliments bruts, on ne consomme pas de produits cuisinés déjà préparés, on regarde la composition de ce qu'on achète,
que ce soit des aliments, des cosmétiques, des produits ménagers ou autres. Attention, nous sommes loin de réussir à tout faire correctement. Sans parler que j'ai toujours quelques kilos en trop que je me traîne depuis l'adolescence. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que les traitements médicaux devaient s'accompagner d'une bonne hygiène de vie, une meilleure, et que je devais passer un cap supplémentaire. J'ai donc contacté une naturopathe et nous avons fait un point global. Je ne peux pas rentrer dans les détails car chaque cas est différent et il s'agit là de conseils qui m'ont été donnés par rapport à tout mon passif personnel et médical. Cela n'aurait pas de sens de le calquer sur une autre personne. Ce que je peux dire, c'est que nous avons grandement modifié notre alimentation, en supprimant tout ce qui pouvait être inflammatoire ou difficile. Mon mari s'est lancé à fond dans ce domaine. Il a modifié toutes nos habitudes alimentaires. Il a changé de routine pour faire les courses, il a changé de magasin, il a acheté des livres de cuisine, il a testé des recettes. On a refait tous les placards de notre cuisine. Plus de plastique, que du verre. J'ai découvert des aliments dont je n'avais même jamais entendu parler. À l'heure actuelle, j'ai plus de farines différentes dans mon placard que je n'aurais été capable d'en citer il y a un an. Je me souviens d'un jour où la maîtresse de ma fille leur parlait des graines que mangent les oiseaux l'hiver. Charlotte a dit qu'elle aussi elle mangeait des graines depuis que sa mère avait un cancer. Voilà. Au début, ça a été un peu difficile pour tout le monde. Il a fallu changer les habitudes, et en plus nous l'avons fait de manière assez radicale. Mais vous l'aurez compris, autant mon mari que moi, on est comme ça. On va au bout des choses. Quand on a pris une décision, on ne se retourne pas vraiment. Nous sommes toujours en train d'adapter certaines recettes. Parfois, on se trompe, et c'est vraiment pas bon. Mais parfois, ce sont d'excellentes surprises et on découvre de nouvelles saveurs. Finalement, Charlotte aussi s'est habituée. Le tout a toujours été, pour nous, que cela ne soit pas contraignant et que cela ne crée jamais de frustration. Quand nous recevons des copains de Charlotte, on utilise des produits que les enfants connaissent. Encore une fois, il n'était pas question que nos changements alimentaires pèsent sur Charlotte. On mange d'une certaine manière à la maison, mais à l'extérieur ou avec des copains, on mange comme tout le monde, sans aucune culpabilité. Dans le même esprit, à l'annonce du cancer, nous ne faisions plus de sport avec mon mari. Avant, lui, il faisait du foot et moi, je faisais du pilates. Mais le Covid est passé par là, on avait arrêté et jamais repris. J'ai donc contacté une coach de sport à domicile. Une prof de CrossFit, pour être précise. Et pour être totalement honnête, je ne connaissais même pas le nom de ce sport avant de la rencontrer. Je tenais à ce que ce soit des séances à domicile, car je doutais de ma capacité à aller à la salle après mes chimios. Nous avons donc commencé au mois de novembre nos séances, tous les jeudis matins, en duo avec mon mari. Même après mes chimios, 48 heures après chaque chimio, j'ai toujours maintenu ma séance de sport. J'ai eu une chimio le 21 décembre. J'ai quand même maintenu la séance du 23 décembre. Pourtant, c'était les vacances, Charlotte était à la maison, c'était la veille du réveillon, j'aurais pu repousser. Mais non, j'y tenais. Bien évidemment, notre coach s'est toujours adapté à ma condition physique, tout en réussissant quand même à me faire me dépasser. Cela me permet de maintenir une activité sportive, oui, mais également de mieux appréhender les douleurs que je peux ressentir. Par exemple, les semaines où j'ai mon injection d'Herceptine, tous les exercices cardio sont bien plus difficiles pour moi. Alors que j'y arrive bien mieux la semaine suivante, à distance de mon injection. Ça m'aide à comprendre comment mon corps réagit au traitement. Bien sûr, à l'heure actuelle, on continue toujours. Et c'est sans nul doute une de nos meilleures résolutions. Je vais maintenant vous parler des préparatifs qui concernaient Charlotte. J'ai toujours eu du mal à anticiper les poussées de croissance de notre fille, alors j'achète les vêtements de saison quand elle en a besoin. Dans notre couple, c'est moi qui gère ce genre d'achat. Et mon mari craignait de devoir acheter des chaussures à notre fille, seul. Ça peut paraître étrange, mais c'était pour lui une véritable angoisse. Il m'en parlait chaque jour. Je ne comprenais pas comment il pouvait me parler de chaussures alors qu'on venait d'apprendre que j'avais un cancer. Au début, je me suis même énervée. Mais c'est pas grave, enfin, t'iras au magasin, tu lui prendras une paire de chaussures et puis basta. Mais je sentais que c'était vraiment quelque chose qui lui pesait. Alors je me suis raisonnée, je me suis dit que ce n'était pas très grave, et que si on pouvait rayer une ligne de sa propre charge mentale, alors il fallait le faire. Nous avons donc habillé et chaussé notre fille pour l'hiver. Nous n'avons rien eu besoin d'acheter pendant des mois. Tout ça pour dire que, même si cela vous semble ridicule, si cela peut soulager votre esprit, alors faites-le. Prenez ce qu'il y a à prendre.
Nous en avons d'ailleurs profité pour acheter ses cadeaux de Noël. À cette époque, Charlotte croyait toujours au Père Noël. Il a fallu jongler pour qu'elle fasse sa liste plus tôt que d'habitude. Et sur ce côté-là, j'ai clairement essayé de compenser ma maladie. La maison de Barbie qu'elle demandait chaque année mais que le Père Noël ne lui ramenait pas car il l'a trouvée beaucoup trop grande pour notre maison. L'année dernière, elle l'a eu, sa maison de Barbie. Et l'avion aussi. Et la voiture télécommandée. Et d'autres jouets qu'elle n'avait même pas demandés, mais qui lui feraient plaisir, je le savais. La hotte du Père Noël n'avait jamais été autant remplie de cadeaux. Je savais très bien que cela n'allait pas compenser. Mais j'imaginais ses yeux brillants en déballant le moindre de ses cadeaux de Noël. Je voulais prolonger ce moment au maximum. Pour moi, de manière égoïste, parce que ça aurait peut-être été le dernier Noël. Nous avons également discuté avec mon mari de tout ce qui concernait la garde de notre fille. Ça faisait partie des discussions qu'on avait de temps en temps, mais on repoussait toujours à plus tard. À présent, ça faisait partie des priorités. On a pris rendez-vous avec notre notaire, on a fait le point sur ce qui allait se passer en cas de décès. On a mis en place et signé les documents nécessaires à sa protection. On a également discuté très sérieusement de ce que mon mari ferait si je venais à mourir. Est-ce qu'il resterait dans notre ville actuelle ? Est-ce qu'il déménagerait pour se rapprocher de mes beaux-parents, pour avoir de l'aide pour élever Charlotte ? Est-ce qu'il garderait ou est-ce qu'il vendrait la maison ? Et puis la question, est-ce qu'il se remettrait en couple avec quelqu'un ? J'ai très vite su ce que je voulais pour lui, pour eux. Je ne voulais pas être une ombre qui plane dans leur vie. Si je venais à mourir, il avait ma bénédiction, même s'il n'en avait pas besoin, pour se remettre avec quelqu'un. Tant que c'était quelqu'un de bien, bien sûr. Je ne voulais pas qu'il se ferme à l'amour. Je voulais qu'il laisse la porte ouverte. Parce qu'il est tellement doué pour aimer les gens et s'occuper d'eux. Je ne craignais pas d'être remplacée, ni dans mon rôle d'épouse, ni dans mon rôle de mère. Charlotte était suffisamment grande pour se souvenir de moi toute sa vie. Et ma relation avec Seb est tellement unique que même s'il venait à rencontrer quelqu'un d'autre, ce serait forcément différent. Peut-être aussi fort, mais dans tous les cas, ce serait différent. Voilà donc comment est passé mon mois de novembre, à une vitesse folle entre les rendez-vous médicaux, à préparer la maison, à acheter ce dont Charlotte aurait pu avoir besoin, à préparer mon testament, à changer mon alimentation, à me mettre au sport. Si j'avais pu, j'aurais même choisi mon cercueil. C'était pas difficile pour moi. Pour certains, parler de ces choses est difficile parce que ça les rend réelles. Pour moi, ça aurait juste été une ligne de plus à rayer de ma to-do list, au cas où. Mais je sentais que pour mon entourage, c'était la limite à ne pas franchir. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Alors je l'ai simplement supprimé de ma liste, sans le faire. Je suis donc arrivée au jour de ma première cure de chimio, préparée comme je le voulais. Je n'avais plus rien qui me polluait l'esprit. J'avais préparé mon quotidien, je pouvais me concentrer sur ma guérison. Et pour cela, j'avais décidé de m'auto-confiner. Pour me protéger des virus, oui, mais pour également me supprimer tout stress, toute contrainte. Je passais mes journées à encaisser les traitements, et quand ma fille rentrait de l'école, j'essayais d'être au maximum présente pour elle. Pour qu'elle ne voie pas de différence, ou du moins pas trop. C'est mon mari qui se chargeait de toutes les interactions extérieures. C'est lui qui faisait les courses, qui amenait et allait chercher Charlotte à ses différentes activités. Moi, je sortais seulement pour les rendez-vous médicaux. Voilà ce que nous avions décidé. Un accord bien évidemment avec mon mari. Et on s'y est tenu. Parce que ça nous correspondait. Et parmi ces choix que nous avons faits, un des plus difficiles a été le dernier câlin avec Charlotte. Le 30 novembre, avant d'emmener ma fille à l'école et de partir pour ma première cure de chimio, je lui ai fait un énorme câlin. Je lui ai expliqué que c'était le dernier avant plusieurs mois. Parce que, comme je vous le disais, je ne voulais pas prendre le risque d'attraper un virus ou autre et de repousser une cure. Mais il était aussi hors de question de lui faire porter ce poids-là. Je voulais qu'elle continue à s'amuser, à aller à des anniversaires, à se moucher si elle attrapait un rhume, sans qu'elle se soucie de me transmettre quelque chose. Je savais bien qu'en vivant dans la même maison, si elle venait à être malade, il y avait des chances que je l'attrape, même si on ne se faisait plus de câlins. Mais au moins, j'aurais pu lui dire « Mais non, ce n'est pas toi qui me l'as transmis. C'est impossible, ma chérie, vu que nous ne nous sommes pas touchés. Ça vient forcément d'ailleurs. »
C'était mon moyen de la protéger de ces pensées-là. Concilier ma crainte, mon angoisse même d'être malade, avec la crainte qu'avait Charlotte de me transmettre elle-même des virus. Le message que je voulais lui faire passer, c'était « Continue de vivre ta vie de petite fille. Ne pense pas à protéger maman. Moi, je suis dans ma bulle, ne t'inquiète pas pour moi. Va, sors, amuse-toi, et viens me raconter tout ça le soir. Et dans quelques mois, ça redeviendra comme avant, et je sortirai à nouveau avec toi. » Non, je n'ai pas fait partie de ceux qui ont continué à vivre le plus naturellement possible pendant les traitements. Je me suis préparée pendant 1 mois, puis j'ai mis ma vie en suspens. J'ai fait une pause, de tout. Quasiment sans contrainte, je pouvais me concentrer sur ma guérison. Et je sais que tout cela a été possible grâce à mon mari. Sans lui, rien n'aurait été possible, et je mesure ma chance chaque jour. On ne peut affronter une telle épreuve seul. Et malgré tout ce que j'avais mis en place, je n'étais pas préparée à ce qui allait me tomber dessus le jour de ma première cure de chimio. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du travail que j'ai dû faire sur moi-même pour me détacher de l'image du cancer de ma mère. Comment peut-on appréhender son propre cancer quand on a un passif familial aussi chargé? De votre côté, vous pouvez dès à présent me faire parvenir vos remarques et vos questions pour l'épisode final de la saison. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et j'espère que cela vous a apporté quelque chose. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également y laisser un avis pour nous faire part de votre soutien. Vous pouvez me suivre et être informé des nouveautés sur le site internet www.moncancermafilleetmoi.com, tout attaché, ou sur la page Instagram. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui en ont besoin. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté ma maman. Bonne journée!